Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Trussello, je suis l'organisateur de ce web événement. Voilà, vous devriez voir normalement s'afficher un PowerPoint et entendre le son de ma voix. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à me le signaler. Bienvenue donc à ce web événement. C'est le deuxième épisode du cycle Maintenir en temps de crise que nous avons ouvert il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous ferons participer à ce retour d'expérience autour de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Alors rassurez-vous, si vous n'avez pas pu participer au premier épisode, celui-ci sera disponible en replay. N'hésitez pas à me le demander dans les blocs chat qui est à votre disposition sur la plateforme. Je vais dès à présent demander à nos invités d'activer leur webcam, puisque je vais les présenter aujourd'hui sur ce tour de table, sur cette tour de table virtuelle. Eh bien, j'accueille le lieutenant-colonel Sébastien Gaillard, chef du bureau de maintien en conditions opérationnelles au sein de la cellule des brigades, au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et l'adjudant Sébastien Arabeau, référent technique, également de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Je vous remercie vraiment chaleureusement pour votre participation aujourd'hui et je vais vous céder la parole dans quelques instants. Également avec nous aujourd'hui Sophie Deleuze, responsable de la BMAS, de l'association belge de la maintenance. Et donc j'en profite également pour faire un coucou à tous nos amis belges qui sont pu se connecter aujourd'hui pour participer. Alors, Sophie a un petit problème de connexion, donc du coup, elle apparaîtra peut-être tout à l'heure en cours de session. Je poursuis. Karim Kalfan, administrateur à l'AFIM, Association française d'ingénieurs maintenance, et maître de conférence à l'UT de Strasbourg. Et Dominique Balm, responsable communication au sein de l'entreprise Carl Software, Carl Berger-Levrault. Voilà. J'ai fait ce tour de table. Juste quelques informations pratiques avant de commencer. Si vous rencontrez des soucis de son, n'hésitez pas à me le signifier dans le chat. J'essaierai de voir pour vous proposer des solutions. Et alors, sachez qu'en cette période, les plateformes sont très sollicitées. Il peut y avoir des micro-coupures. Donc voilà, parfois soyez patients, ça peut revenir en fonction du débit de discussion. Ensuite, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le bloc questions-réponses. Je les poserai en fin de session. La table ronde va commencer dans quelques instants. Je vais céder la parole à nos intervenants. Sachez que cela va durer environ une quarantaine de minutes. N'hésitez pas à préparer vos questions. Je les poserai dans la deuxième partie qui va durer une vingtaine de minutes. Et entre, nous proposerons un questionnaire de satisfaction qui nous permet d'améliorer nos événements. Voilà, j'en ai terminé. Je cède directement la parole à nos animateurs. Je cède la parole immédiatement à nos animateurs. Voilà, c'est fait. À tout à l'heure. Bon événement. Merci beaucoup, merci Laurent. Et puis bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent, aussi nombreux à cet événement. Alors, juste avant de démarrer, je voudrais vous rappeler en quelques mots ce qu'est cette campagne qu'on a baptisée Covid-19, maintenir en période de crise, et que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui avec nos deux associations partenaires qui sont l'AFIM et la BMAS. Cette campagne vous offrira l'occasion de vous entretenir, d'entendre différents acteurs de la maintenance qui vont représenter différents secteurs et qui œuvrent pour la continuité ou la reprise de leur activité pendant cette période qui est fortement impactée par le Covid. Donc, dans les semaines à venir, vous aurez l'occasion de pouvoir échanger avec différents intervenants professionnels de la maintenance. Vous pourrez partager leurs bonnes pratiques, vous pourrez vous inspirer de leurs méthodes et des outils structurants qui les aident à piloter leur maintenance. Voilà, avec l'AFIM et la BMAS, nous espérons que vous appréciez cette démarche que nous avons mise en place et qui a pour but de créer du lien entre vous, acteurs de la maintenance. Alors c'est parti pour ce deuxième rendez-vous de cette campagne avec nos invités que je remercie également d'être présents à nos côtés pour animer ce web séminaire, donc la Brigade des pompiers de Paris. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous présenterons en quelques mots l'AFIM, la BMAS et Carl Software.
Nous nous entretiendrons pendant une quarantaine de minutes avec le lieutenant-colonel Sébastien Gaillard et l'adjudant Sébastien Rabot. Pendant ce temps, vous pourrez, comme Laurent vous le disait, poser vos questions, écrire vos questions qui seront présentées à nos intervenants et qui y répondront pendant la vingtaine de minutes qui restera avant la fin de ce web séminaire. Commençons. Je passe la parole à Karim Khalfan pour présenter la FIM. Merci Dominique, merci Laurent. Donc la FIM, l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance. Alors j'ai coupé ma cam pour optimiser la bande passante. Donc la FIM est une association qui fédère environ 1000 adhérents, appartenant à 800 entreprises et répartie dans 12 délégations régionales. Les 5 axes principaux de la FIM: améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail, représenter la profession, promouvoir et adapter la formation, échanger, analyser et informer, et mettre à disposition de la profession les données et les outils pour progresser. La FIM est présente également à la commission de normalisation, notamment la commission AFNOR X60G, que la présidence de cette commission est assurée par un membre de la FIM. La FIM participe également à la commission pédagogique nationale qui définit les programmes de l'enseignement supérieur en maintenance. Je profite de cette tribune pour saluer mes apprentis qui sont connectés, qui suivent ce webinaire. La FIM collabore avec l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, pour améliorer la sécurité des opérations de maintenance, avec notamment le développement d'un outil qui s'appelle Securafim. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec les responsables régionaux, vous trouverez leurs coordonnées sur le site de la FIM. Avec la FIM, pour accroître la compétitivité de votre entreprise, pour rester à la pointe des technologies, pour être acteur des grandes mutations de notre métier, pour peser sur les grandes décisions, on a besoin de vous. Donc adhérez à notre association, participez à nos travaux et faites-la connaître. Le site de la FIM, afim.asso.fr, qui est en pleine restructuration et qui sera opérationnel fin juin. Voilà. Est-ce que Sophie est de retour? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour à tous. Donc, j'ai la main là? Oui. Bonjour. Alors là, je suis Sophie Deleuze de la BEMAS. La mission de la BEMAS, c'est d'informer, d'aider, soutenir et accompagner donc ses membres dans la résolution de problèmes qui sont liés à leur gestion de maintenance et gestion d'actifs industriels. La maintenance, on le sait, est vitale pour l'entreprise. Il est important que le maintenance manager soit en mesure de chiffrer la plus-value apportée par la maintenance. Donc, on sait aussi que le métier est identifié en pénurie. La profession a évolué ces dernières années. Une bonne gestion des compétences apporte aussi une plus-value à l'entreprise et à ses collaborateurs. Alors, on sait qu'une bonne gestion de maintenance commence par des interventions efficaces, d'où l'importance des compétences techniques, comportementales, capacités cognitives. Donc, on accompagne tous les techniciens de maintenance, les ingénieurs, les maintenance et asset managers, les directeurs de sites de production, les responsables énergie, sécurité, les écoles techniques, et ce à travers des ateliers pratiques, des conférences, des formations et surtout l'accès au CMRP, qui est une certification mondiale. Voilà. Alors, on a organisé pendant 20 ans le Maintenance Manager de l'année. Et donc, depuis l'année dernière, on a innové et ce n'est plus un prix que nous remettons, c'est 3 prix. Donc, pour le projet, un projet d'amélioration, pour la meilleure équipe technique et un projet 4.0. Donc, on attend les candidatures des entreprises françaises et belges justement à nous remettre voilà, leur dossier. Donc, vous avez ici le lien. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le lien et nous envoyer vos candidatures.
J'en profite aussi, donc indépendamment de toutes ces formations, de 1 à 3-4 journées, on organise un cycle complet de 17 modules de 4 heures qui commence donc le 15 septembre prochain et qui donne accès justement à cette certification mondiale. Donc on est vraiment dans le pratico-pratique avec des cas d'études. Voilà, on travaille avec les meilleurs experts en maintenance et asset manager. Et donc vous avez également toutes les informations ici. Donc n'hésitez pas, hein, je suis disponible, il y a toutes mes coordonnées ici. Voilà, je dois céder la main. À Dominique. Dites-moi, Dominique. Est-ce que ça marche? Pas encore. Laurent, Merci beaucoup. tu peux m'aider éventuellement parce que là, je ne vois pas Voilà, la c'est petite tout croix, bon. je suis désolée. Voilà. Bien, merci Sophie. Alors, en quelques mots, je vais moi aussi vous présenter Carl Software. Carl Software, c'est un éditeur de solutions de gestion technique du patrimoine, des équipements et de la maintenance, qu'on appelle plus communément GMAO, GTP, qui est fortement orienté asset management. Notre but, c'est de vous apporter des solutions qui sont orientées terrain, et ceci quel que soit votre secteur d'activité, industrie, santé, transport, immobilier, réseau, ville, etc. Là, hop, Carl Software, c'est un éditeur qui a plus de 35 ans d'expérience, qui est numéro 1 en France depuis 2007 et qui est également leader européen. Nous accueillons une équipe de 150 personnes, dont la majorité se retrouve dans le bâtiment que vous pouvez voir sur le slide, qui se trouve à Limonest, au nord-ouest de Lyon. Les autres personnes sont réparties dans d'autres pays dans le monde. Alors, j'attire votre attention sur le titre de ce slide. Vous pouvez lire Carl Berger-Levrault. Ça peut surprendre certains parmi vous qui sont fortement habitués au nom Carl Software. Alors, c'est normal parce que je vous rappelle qu'en 2018, nous avons rejoint le groupe français Berger-Levrault, qui est un éditeur de logiciels multi-activités dont certaines sont diffusées à l'international. Et avec l'appui de ce groupe, nous poursuivons un objectif qui est celui de devenir un acteur majeur de la GMAO à l'international, avec un nom de marque qui change et qui passe de Carl Software à Carl Berger-Levrault. Désormais, nous communiquerons sous ce nom Carl Berger-Levrault. Un chiffre également important, chaque année, nous accueillons une soixantaine de nouvelles références clients. Je vous laisse apprécier la diversité des secteurs d'activité sur ce slide qui rappelle les quelques-uns des derniers clients qui nous ont rejoints. Des clients industriels comme les chocolatiers C'est Moi ou Gérard Dely, des clients qui sont spécialisés dans la gestion de tunnels comme le Grand Lyon, comme TMB, c'est-à-dire les tunnels du Mont Blanc, ou FHVSE qui gère les tunnels de la Belgique. Un petit clin d'œil également à Metrolink, le métro de Dublin, et à l'Office national des chemins de fer marocains qui gère l'ensemble de ses actifs avec Carrefour Transport. J'entends matériel roulant, j'entends la nouvelle ligne de TGV, toutes les infrastructures, les gares, les installations fixes, etc. Et puis, pour terminer, bien sûr, on n'oublie pas nos clients de la santé avec l'arrivée des hôpitaux universitaires de Genève qui ont rejoint les références santé, Carrefour Santé. Donc, vous l'avez vu, on adresse différents clients et différents clients notamment à l'international. C'est normal puisque notre produit est proposé en 6 langues de base et 4 langues complémentaires. Pour asseoir notre développement international, nous nous appuyons sur les filiales canadiennes et espagnoles du groupe Berger-Levrault, les agences Carl en Italie et en Belgique et également sur un large réseau de distributeurs. Nous proposons une gamme de produits qui s'articule autour du logiciel CarlSource, décliné en 5 verticalisations que vous pouvez découvrir sur la partie droite de votre écran. Le cœur du logiciel reste bien le même, c'est CarlSource, mais pour chacune de ces verticalisations, vous allez disposer de fonctionnalités métiers qui vont répondre au plus près des besoins de nos clients qui travaillent dans l'industrie, dans la santé, dans les réseaux, les grandes infrastructures, les collectivités, les transports, etc. La gamme CarlSource s'agrémente de 3 applications mobiles. CarlTouch, qui pour la petite histoire avait obtenu l'Award de l'innovation décerné par la BEMAS en 2013, donc CarlTouch,
C'est une application qui est dédiée aux techniciens et aux gestionnaires de stock. Vous disposez également de Carl Flash. Carl Flash est une application de demande d'intervention qui est utilisable par tout public et qui est particulièrement utile pour les occupants d'un bureau dans le cadre d'un grand building, qui est utile également pour le personnel soignant des hôpitaux, pour les citoyens qui souhaitent signaler des anomalies sur les équipements de leur ville. Et puis, vous découvrez également Carl Express. Carl Express est la toute dernière application que nous lançons pour les techniciens qui souhaitent réaliser leur compte-rendu d'intervention en Express. Alors, nous organisons un web séminaire sur ce sujet-là. Si le thème vous intéresse, je vous propose de vous inscrire directement à partir du site de Carl Software pour découvrir cette nouvelle application Carl Express le 2 juin à la même heure, 14h30, 15h30. Voilà, j'en ai terminé pour cette rapide présentation de Carl Berger-Levrault. Alors, je vous propose à présent de passer la parole à nos invités de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui utilisent Carl Source au sein d'un programme qu'ils ont baptisé SIGAL. Alors, SIGAL, ça signifie un système de gestion d'aide à la logistique. Bien, une première question. Sébastien Gaillard, vous êtes donc le chef du bureau maintien en conditions opérationnelles de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Écoutez, je vous propose de commencer par le commencement, c'est-à-dire la présentation de la brigade et de ses missions. Je vais vous donner la main. Merci Dominique. Exactement, avant de parler de la maintenance de la brigade, je pense qu'il est important de voir l'organisation globale de la brigade et descendre un petit peu au fur et à mesure sur la logistique et ensuite sur le NCO proprement dit. Donc concernant la brigade, c'est une entité militaire qui a plus de 200 ans d'ancienneté et qui est constituée actuellement de 8500 personnes, 8500 pompiers. Donc comme je l'ai dit, une entité militaire, donc nous avons un statut particulier par rapport aux pompiers que nous pouvons trouver en province notamment, car on a un statut de militaire. Nous sommes le premier corps de pompiers en Europe et le 3e mondial. Concernant l'activité, elle est relativement dense avec un secteur qui est bien défini, qui correspond en fait aux 4 départements de la petite couronne de l'Île-de-France, à savoir le 75, le 92, 93 et 94. L'activité opérationnelle de la brigade, proprement dite, son cœur de métier, si on peut dire, c'est grosso modo 2 millions d'appels par an, reçus sur une plateforme d'appels unique qui est positionnée sur l'état-major de la brigade et qui va déclencher grosso modo 500 000 interventions par an. Comme vous le savez, comme vous l'avez bien compris, donc l'activité centrale de la brigade, c'est bien évidemment tout le secours d'urgence. Et dans le secours d'urgence, on peut dire qu'il y a 80% d'activité qui est du secours à victimes. Au lieu de parler, je vous propose une petite vidéo pour illustrer l'activité. C'est une rétrospective de 2019 et qui vous montre vraiment l'étendue de l'activité de la brigade. Alors, avant de lancer, faites un petit peu attention. Par moment, peut-être que le volume est un peu élevé. Je vais essayer de le gérer, mais voilà, c'est parti.
Alors, mon colonel, donc une question pour vous. Quelle organisation avez-vous mise en place pour structurer l'activité de la brigade? Alors, au niveau de l'organisation de la brigade, j'ai un petit problème technique, c'est bon. L'organisation donc de la brigade est assez hiérarchique, avec toutefois une organisation un peu matricielle. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, on a une partie en haut qui représente toute la partie commandement, ensuite la partie gauche qui est la partie conception, avec des divisions et des bureaux, et toute la partie exécution sur la partie droite, tout ce qui est mise en œuvre. Les missions, et on a cette répartition des tâches aussi au niveau de la partie logistique, comme on peut le voir. Aussi bien, donc on a 4 chaînes logistiques au sein de la brigade, une chaîne pour tout ce qui est soutien infrastructure, une chaîne pour tout ce qui est soutien de l'homme, donc le soutien infrastructure étant tout ce qui est bâtimentaire, le soutien de l'homme, tout ce qui est habillement, toutes ces choses-là. Une autre, la partie soutien comme système d'information et de communication. Et enfin, le maintien en condition opérationnelle, que je développerai un petit peu plus tard sur notre périmètre exact. Mais pour faire relativement simple, c'est tous les véhicules et tout ce que l'on va mettre dans ces engins. Donc pour ces 4 chaînes métiers, nous avons d'un côté, comme vous le voyez sur la gauche, la partie bureau avec la partie conception et la partie à droite, la partie exécution avec ce qu'on appelle des compagnies métiers. Concernant le MCO, donc l'organisation fonctionnelle que l'on a, donc on retrouve cette partie conception sur la gauche avec une petite partie pilotage avec le contrôle de gestion et l'administration civile dans laquelle est l'adjudant Sébastien Rabot, une partie budget commande. On va retrouver une partie responsable de parc qui aura vocation à récupérer les expressions de besoin des groupements par exemple ou de l'état-major et de satisfaire ces expressions de besoin. C'est une des premières missions des chaînes métiers. En dessous, vous allez avoir la gestion surveillance des biens avec la partie gestion de biens, c'est-à-dire que tous ces biens que l'on va satisfaire, enfin toutes ces demandes qu'on va satisfaire par des biens, il va falloir les gérer. Comme j'aime à dire, c'est un petit peu le notaire de savoir où sont les biens et voilà. Et la partie à droite, donc toute la partie mise en œuvre, c'est la maintenance proprement dite, parce que tous ces biens que l'on achète, il faut aussi les maintenir dans le temps, parce qu'on ne les achète pas pour, c'est rare qu'on achète juste pour quelques temps, il faut les maintenir dans le temps. En termes d'effectifs pour le MCO, cela représente à peu près donc, 290 personnes, donc de sapeurs-pompiers spécialistes. Grosso modo, alors 25% de sous-officiers, c'est-à-dire 25% de cadres, et on a 27 spécialités. C'est assez important au niveau spécialité. Quand j'entends spécialité, on va du bourrelier jusqu'au diéséliste, en passant par le magasinier, en passant par des spécialistes de peinture, marbre, du polyester, on travaille de polyester aussi, etc., etc. Donc plein de spécialités. En termes sur le terrain, l'organisation de la maintenance, en fait, on a 3 pions, ce qu'on appelle les DMR, les détachements de maintenance, donc sur Nanterre, Bondy et Créteil, qui ont vocation à faire du soutien de proximité. Ils vont faire des petites réparations, des maintenances préventives relativement courtes. Et ensuite, on a les ateliers centraux, les DMR de Volussou et le magasin central, donc qui est excentré, qui n'est pas sur la zone d'intervention de la brigade. Où là, on va voir les ateliers un petit peu plus lourds, où on va pouvoir faire des interventions beaucoup plus lourdes. En termes de soutien, on fait 2 types de soutien. On fait du soutien direct et du soutien différé. Le soutien direct est principalement pour les véhicules et les engins, où donc l'unité va venir avec son engin, va être réparée et il repartira avec son véhicule. Toutefois, lorsque la réparation ne va pas être possible sur place, on a un parc de réserve pour certains véhicules, des véhicules opérationnels, type véhicules de sanitaire, les véhicules engins-pompe, les moyens élévateurs aériens, c'est-à-dire les échelles, plus communément appelées échelles. On va avoir un petit parc de réserve et si on ne peut pas le réparer, on va dire dans la journée, le centre de secours va repartir avec un engin de réserve. Donc ça, c'est le soutien direct pour les véhicules et engins. À côté de ça, on fait aussi du soutien différé pour tous les équipements, c'est-à-dire tout ce qu'on va mettre dedans. Concrètement, c'est pour les tuyaux, c'est pour les lances.
les centres de secours ont une petite réserve dans leur centre de secours. Ils échangent lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un tuyau de percée, ils vont l'échanger au niveau de leur réserve. Et une fois par mois, ils vont venir sur le camp de Volusseau dans le 78 pour échanger ce matériel défectueux avec un bon état. Voilà. Donc on a ce type de maintenance qui nous permet d'avoir une disponibilité des engins et du matériel à quasi 100% en permanence. Je vous propose de laisser la main à Sébastien Rabot pour qu'il puisse vous parler plus précisément de la maintenance avec notre système d'information SIGAL. Je vous remercie, mon colonel. Donc, je vais vous présenter rapidement notre système de GMAO qu'utilise la brigade. Donc, la brigade s'est dotée d'un logiciel de GMAO auprès de Carl Software Berger-Levrault. Comme l'a dit Dominique, notre acronyme de ce logiciel-là s'appelle SIGAL, qui veut dire Système de gestion d'aide à la logistique. Donc, SIGAL nous a permis quoi? De mutualiser les logiciels et procédures des différentes chaînes métiers de la brigade qui existaient, qui étaient toutes différentes. Donc, les différentes chaînes de métiers de la brigade sont l'infrastructure. Donc, à la brigade, on gère l'infrastructure, ils suivent les constructions des bâtiments, ils réparent aussi tout ce qui est dans l'infrastructure, l'électricité, les chaufferies, les cuisines, mise en place des cuisines, beaucoup de choses qui tournent autour de l'infrastructure. La maintenance, le colonel vous en a parlé. Nous avons aussi la téléphonie, l'informatique, donc tout ce qui est ordinateur, téléphone, serveur, voilà. Et l'habillement, c'est pour habiller le pompier. Après, c'est aussi les tables, les chaises aussi dessus. Je ne vais pas m'étaler dessus. Donc, comment ça s'est fait, le projet SIGAL? Donc, en 2012-2013, nous avons fait une expression de besoin et on a créé un cahier des charges. Donc, là-dessus, nous avions plusieurs groupes de travail qui ont été composés de différents personnels de ces chaînes de métiers, avec justement par catégorie, il y avait gestion de stock, maintenance, achat, etc. Puis, une fois que nous avons terminé l'expression de notre besoin et créé notre cahier des charges, nous avons lancé l'appel d'offres. Et après, nous avons donc choisi Carl Software. Et puis après, nous sommes mis en mode de projet à Saint-Ouen, de 2014 à 2015. Nous étions à peu près 7 personnes de la brigade et une personne presque à plein temps, de Carl, qui est avec nous, pour qu'on mette en place justement tout ce qu'on avait avant dans les anciens logiciels, qu'on puisse le reproduire dans le logiciel GMAO de SIGAL. Et une fois que nous avons terminé, en 2016, janvier 2016, le premier corps de métier qui est monté, c'est l'infrastructure, suivi de quelques mois après de la maintenance et de la téléphonie informatique. En 2017, nous avons pris le parti de passer de la version 4 de Carl en version 4S. Ça s'est plus ou moins bien passé. On a eu beaucoup de difficultés parce qu'on a beaucoup de spécifiques, à la brigade, et donc ça nous a posé quelques petits soucis. Et là, dernièrement, à la fin de l'année 2019, le service habillement a été est rentré sur SIGAL. Donc maintenant, nous avons toutes les chaînes métiers qui utilisent notre système de GMAO. Donc SIGAL nous permet quoi? Il nous permet d'administrer tous les biens de la brigade, que ce soit un camion, que ce soit ce qu'il y a à l'intérieur d'un camion, tuyau, lance, le téléphone portable, un téléphone fixe, une radio, ça peut être des portes de remise, des ascenseurs, ça peut être des frigos, ce qu'il y a dans une cuisine, et aussi tout ce qui est habillement, tout ce qui est le casque que vous connaissez d'un sapeur-pompier, la tenue de feu, le pantalon. Voilà, ça nous permet vraiment d'administrer tous ces biens-là. Ça nous permet aussi de suivre le matériel. Donc, pour information, nous avons 168 000 matériels de connus dans notre système. Donc, nous savons exactement où est affecté ce matériel, quel est le client qui en est doté, ou si il est en magasin, et aussi sa position. Est-ce qu'il est en panne? Est-ce qu'il est en service? Donc voilà, ça nous permet de faire ça. Et on connaît aussi la durée de vie de nos matériels. Ça permet aussi, SIGAL, de piloter la maintenance par une planification de la production. Donc la planification de la production, c'est on connaît notre charge préventive grâce aux 6000 plans préventifs qui ont été créés dans SIGAL et qui donc justement nous donnent notre charge à venir, ainsi que les demandes de travaux qui sont faites par les utilisateurs quand il y a un problème.
Ces demandes de travaux sont centralisées dans SIGAL et sont réparties par responsable d'équipement. Puis aussi, SIGAL nous permet de garantir les contraintes réglementaires et techniques. On peut penser contrôle technique, vérification des casques, vérification des tenues de feu, et aussi, ça peut être aussi vérification des portes remises, des ascenseurs, etc. SIGAL permet aussi de gérer les stocks. Donc, gérer les stocks dans nos magasins. Nous avons plusieurs types de magasins. Nous avons un magasin central. Ce magasin-là central permet justement d'être livré par les fournisseurs. Puis après, on peut distribuer à nos clients. Nous avons aussi des magasins avancés qui sont au plus près de l'atelier pour qu'ils puissent avoir du tout venant, pouvoir réparer les équipements. Et nous avons aussi des magasins, on va dire, pas physiques, mais théoriques dans SIGAL qui nous permettent de trier, de faire des positions par rapport aux équipements. Pour dire ils sont en tri, ils sont au lavage, ils sont, voilà, c'est pour les réformes. Nous avons aussi des clients. Alors les clients dans SIGAL, ce qu'on appelle les clients, ce sont les centres de secours, ça peut être les ateliers. Nous en avons 167 dans SIGAL. Donc dans gérer les clients, nous pouvons gérer leur dotation théorique, donc qu'est-ce qu'ils devraient avoir pour pouvoir fonctionner, et leur dotation réalisée, qu'est-ce qu'ils ont à l'instant T, leur inventaire. Ça nous permet aussi de gérer les équipements. Donc dans SIGAL, nous pouvons par équipement savoir quelle est sa composition. Nous appelons ça chez nous une unité collective, une UC. Donc par exemple, on peut savoir de quoi doit être composé un camion. On peut même aller jusqu'à CS. Et aussi, on peut gérer les stocks par local. Donc ça marche un peu plus pour l'infrastructure. Ils peuvent savoir de quoi est composée une cuisine d'un centre de secours, quel est le matériel numéro X est dans cette cuisine. Et voilà. Et aussi, on peut traiter les demandes non satisfaites, ce qu'on appelle les DU. Ce sont les expressions de besoin des clients qui ont besoin, soit ça peut être un réparateur, un technicien qui a besoin d'une pièce et il n'y en avait pas en stock, soit ça peut être un centre de secours qui a besoin d'un équipement, un tuyau, et on n'en a pas en stock, donc on peut traiter les demandes non satisfaites. Tout ceci nous permet aussi de maîtriser nos achats grâce à un réapprovisionnement. Le réapprovisionnement se fait par rapport au dû ou sinon par rapport à l'étude des mini-maxi afin de conserver un stock. Nous pouvons aussi gérer les catalogues fournisseurs. Un article, un équipement peut avoir plusieurs références fournisseurs ou plusieurs fournisseurs. Nous pouvons maîtriser aussi le budget car dans l'application, nous avons la possibilité d'enregistrer le prix d'un équipement ou d'une pièce de rechange ainsi que dans son centre de coût, le montant maximum que nous pouvons dépenser. Et enfin, nous pouvons suivre aussi les amortissements au niveau de la brigade, puisqu'on connaît la durée de vie et aussi la durée d'amortissement d'un véhicule. Ainsi, nous pouvons suivre et préparer notre budget à venir à N+2, N+3, parce que nous connaissons les véhicules qui vont arriver donc en péremption, si je peux me permettre de dire comme ça. Donc voilà, donc ça fait maintenant 4 ans que nous sommes dans l'application, où là maintenant, à partir depuis quelques mois, tous les corps de métier sont dedans, et nous continuons à apprendre beaucoup de ce logiciel, et on continue à le faire évoluer. Donc voilà, je vous ai présenté succinctement SIGAL. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sébastien. Alors maintenant qu'on a fait le tour un peu du périmètre et qu'on on a une idée un petit peu plus avancée de votre organisation, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Sébastien Gaillard, j'ai une question à laquelle vous pouvez répondre. Quels sont les impacts que la crise du Covid-19 a eu sur votre activité, au sens général du terme, sur votre activité à la brigade? Oui, tout à fait. Il faut d'abord partir sur l'activité générale de la brigade pour après aller sur la maintenance, car on a un échelon support de la brigade. Dès le début, en fait, on a essayé d'anticiper et d'adapter nos moyens à chaque instant. Dans nos moyens, il y avait notamment la partie personnelle, où la préservation du personnel a été et est toujours l'axe d'effort, avec notamment, parce qu'on savait dès le début qu'on s'inscrivait dans un temps long
et qu'il fallait absolument maintenir la capacité de la brigade dans la durée, tout en ayant une attention toute particulière pour la sanctuarisation de la couverture incendie. Nous sommes les seuls sur la petite couronne à faire de la protection contre l'incendie, donc on ne pouvait pas éventuellement s'appuyer sur d'autres entités pour pouvoir venir nous renforcer. Dans la préservation du personnel, et là la chaîne logistique a été, je ne vais pas dire impactée, mais a été touchée, c'est sur la limitation du présentiel en back-office. On a essayé justement de préserver le personnel de la logistique pour pouvoir permettre potentiellement de renforcer les centres de secours ou, on verra après sur certaines missions, les groupements d'intervention de secours. On a eu aussi une activité opérationnelle qui a été bien particulière pendant toute la phase de confinement et encore un petit peu maintenant, avec une activité relativement soutenue au mois de mars. Je dirais soutenue, pas forcément en nombre d'interventions. Le nombre d'interventions a été relativement similaire à une activité normale de tous les jours, c'est-à-dire entre 1300 et 1400 interventions au jour. En revanche, les activités dues au Covid ont augmenté très très sensiblement entre, on va dire, entre le 15 mars et presque le mi-mars, passant de quelques dizaines à un pic à 590 le 27 mars. Donc, ces interventions du fait du Covid ont eu un impact sur la brigade où la désinfection des véhicules faisait que l'intervention durait beaucoup plus longtemps. Puis, on a eu un ralentissement de l'activité à peu près début avril, avec un fléchissement sensible de l'activité et avec une activité qui tournait aux alentours de 800 interventions au jour, 700-800 interventions au jour. Je rappelle qu'on est en moyenne à 1350. Donc tout ça pour dire que ça a quand même eu des impacts aussi sur la maintenance, ou peu d'impact sur la maintenance. La mise en la limitation du présentiel du personnel back-office a permis à la brigade notamment de participer à des missions de renfort, car elle a contribué à des missions en dehors de nos missions premières, à savoir la participation à l'émission Chardon, ou plus généralement au transport de patients d'hôpitaux parisiens pour qu'ils soient évacués soit par voie ferrée ou aérienne. Tout ça a eu des impacts, on verra un petit peu plus tard, sur nos véhicules de secours d'assistance aux victimes. Ensuite, des renforts dans les hôpitaux, principalement sur les hôpitaux de Percy et de Bégin, où certains de nos personnes ont été là-bas en tant que brancardiers pour aider les aides-soignants, pour aider à apporter un renfort pour toute la partie je cherche mes termes, pour toutes les personnes en réanimation. Et plus ponctuellement, on a eu aussi un renfort qu'on a fourni auprès de l'ARS, auprès de l'Agence régionale de santé de France, pour une partie logistique, pour la gestion des flux de divers matériels, pour les aider à récupérer et redistribuer vers les différents organismes. Alors, mon colonel, pour aller dans le même sens que la question de Dominique Balme, j'aurais aimé avoir quelques précisions tout de même sur l'impact de la crise sur l'activité maintenance. Alors, avant de partir juste sur les impacts, je ne l'ai pas fait tout à l'heure volontairement pour le faire là maintenant, parler du périmètre du MCO. Le périmètre du MCO, donc je l'ai dit relativement succinctement, c'est les véhicules et tout ce qu'on met dedans. Donc les véhicules, c'est les véhicules secours et l'assistance aux victimes, c'est des véhicules qui sont tout en haut à gauche, des ambulances de réanimation. On a tout ce qui est engin pompe en haut à droite,
les embarcations et les matériels, les élévateurs aériens, ce qu'on peut aussi appeler communément les échelles. Pour grosso modo, un peu plus de 1000 véhicules, poids lourds, véhicules légers et utilitaires confondus, et une trentaine d'embarcations. À ça, il faut rajouter tous les matériels et les équipements. Donc, les matériels et les équipements, ils sont là aussi très divers. On part, là, quand je parle de ça, c'est aussi bien des 250 km de tuyaux que l'on a à gérer, à maintenir, que les 1000 lances, que les 4800 extincteurs, que les 1200 appareils respiratoires isolants, ou les 2000 combinaisons NRBC, ou les 750 échelles à main que l'on a. C'est tous ces matériels-là qu'il faut soutenir. Le périmètre du MCO ne s'arrête pas là, il continue aussi sur la partie de carburant, c'est-à-dire qu'on gère aussi la partie alimentation de carburant, on a des stations de service, on s'approvisionne aussi en stations de service, donc il y a tout ça à gérer. Et puis le produit d'extinction. Concernant les impacts en termes par rapport à la crise du Covid, notre réflexion s'est tout de suite portée sur une analyse des risques sous deux prismes. Le premier prisme sur l'analyse sur les stocks. J'entends encore trois éléments dessous. Le premier, c'est sur les véhicules. Tout de suite, on a regardé ce qu'on avait en réserve pour les véhicules opérationnels. J'en ai parlé tout à l'heure. On a un parc de véhicules de réserve pour pallier des faits techniques importants. Donc, c'était savoir où en était notre parc de réserve. Voir également si nous n'avions pas des livraisons de véhicules à très court terme. Et ça a été le cas. On a eu 12 véhicules, 12 VSAV à récupérer le 10 de mémoire, ça devait être le mercredi 17 mars, je crois, qu'on a récupéré ces véhicules-là, qui nous a bien soulagé la tâche par la suite. Cette analyse, on l'a faite aussi sur les matériels, bien évidemment, savoir ce que l'on avait en stock, en tuyaux, en aérie, en extincteurs, etc., etc. Et également en contact avec nos fournisseurs pour savoir leur capacité, leur quantité en stock pour pouvoir nous approvisionner si besoin est. Bien évidemment, cette analyse, elle ne s'est pas arrêtée que au matériel, elle a été aussi jusqu'au niveau des pièces de rechange, liées essentiellement au préventif, voir comment nos fournisseurs de pièces de rechange allaient fonctionner, s'ils allaient pouvoir satisfaire nos besoins, et en fonction de ça, on a pris des décisions. Savoir si on prenait des risques ou pas. D'emblée, on n'a pas voulu prendre de risques sur tout ce qui était préventif type pneumatique, plaquettes, etc. On a tout de suite monté nos stocks à entre 30 et 50% supplémentaires par rapport à l'habitude. Grosso modo, cette analyse sur les deux premiers points, les véhicules et les matériels, nous a permis de maintenir une capacité immédiate à 100% pour les centres de secours. Et les pièces de rechange avaient vocation à nous maintenir une capacité à plus long terme, à durée, pour ne pas mettre de côté totalement la maintenance préventive. L'analyse s'est portée, donc le deuxième prisme, c'est une analyse sur les capacités de maintenance. Comme j'ai dit, la partie back-office, c'est-à-dire la logistique, on a minimisé au maximum le présentiel, avec des capacités en télétravail relativement limitées aussi, parce que ce n'est pas dans nos gènes, je reviendrai sur la fin là-dessus. Donc, avec voir clairement quelles étaient nos activités stratégiques à l'instant T qu'il fallait absolument conserver pour soutenir, faire vraiment un soutien opérationnel pendant cette phase de confinement. Il a été bien évidemment, il était évident qu'il a fallu faire des priorisations. La priorisation a été faite d'emblée sur le préventif lié à la sécurité. Je pense à tout ce qui est échelle, nos véhicules avec des échelles. Il y a des contrôles obligatoires qui peuvent engager la sécurité de ceux qui les utilisent. Donc, il était clair que ça, on ne pouvait pas passer outre. Donc, on a maintenu impérativement cette capacité-là de maintenance. Et on va de même sur le préventif. Le préventif, on l'a priorisé sur les engins opérationnels pour permettre de maintenir une capacité à long terme. Et bien évidemment, toute la partie maintenance lourde, on l'a mise de côté pour que
l'on puisse se focaliser vraiment sur la partie maintenance des véhicules engins opérationnels. Donc toute la partie régénération d'engins, donc des réparations très très lourdes suite à des accidents graves ou des choses comme ça, ou la préparation du 14 juillet qui en général on les commence dès le mois de mars-avril, tout ça a été mis de côté et pour pouvoir se focaliser sur certains éléments. Voilà. Nous avons eu des éléments concomitants participant à notre réussite, parce que ça a été au niveau de la maintenance, je peux dire que la phase de confinement a été plutôt une réussite. On a maintenu une disponibilité à 100%. Les éléments qui ont aussi participé à cette réussite, c'est la sollicitation maîtrisée des matériels. J'ai dit tout à l'heure, on a eu une baisse de l'activité. L'activité opérationnelle a été relativement soutenue au mois de mars, mais les véhicules n'étaient pas tant, ou même le matériel n'était pas tant utilisé que ça. Donc, on a eu un impact moindre sur la maintenance curative. Et ça s'est concrétisé par le nombre de dépannages qui était grosso modo 30% inférieur à la normale. Donc, ce qui nous a permis de vraiment se concentrer sur la maintenance préventive et la maintenance préventive que l'on avait ciblée, à savoir les véhicules opérationnels. Notre maintenance préventive, j'ouvre une parenthèse, elle est très liée à l'échéance et non au potentiel. Donc, le fait que les véhicules dans la deuxième phase du confinement ont été beaucoup moins employés qu'à la normale n'a pas eu d'impact sur la maintenance préventive, compte tenu du fait que l'échéance arrivait quand même. L'autre élément concomitant, c'est la très bonne situation initiale des engins. Comme je l'ai dit, on avait une réserve au début qui était très bonne, ou voire même bonne, pas forcément aller jusqu'à très bonne, mais elle était bonne. On avait des VSAV en réserve de façon suffisante, des engins pompes et des échelles également. Et on a eu des livraisons d'engins neufs, les VSAV donc le lendemain du confinement, et les fourgons pompe-tom légers, c'est des engins pompes qu'on avait reçus quelques jours, quelques semaines auparavant. Donc, tout ça, ça a permis d'être relativement serein pour appréhender les semaines qui venaient. Cette situation a permis aussi de constituer des poules de VSAV supplémentaires sans impacter la disponibilité des engins courants, permettant donc d'agrandir les capacités opérationnelles de la brigade et de pouvoir s'adapter aux besoins, ce qui était le souhait dès le début de la brigade. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors moi, j'aimerais approfondir la thématique plus particulière de la GMAO. Alors, Sébastien Rabot, en votre qualité de référent technique, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la GMAO vous a permis de simplifier le pilotage de votre activité pendant cette période de pandémie? Oui, je vais essayer de répondre à votre question. Donc, pendant le confinement, SIGA nous a permis de simplifier le suivi de notre activité grâce en premier lieu d'abord à une gestion précise de nos biens. Alors, qu'est-ce que j'entends la gestion précise de nos biens? Eh bien, on pouvait connaître exactement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où étaient situés nos équipements, donc avoir un inventaire par client. Donc là, nous pouvons voir dans les deux captures d'écran que nous avons ici, ici, nous pouvions avoir le nombre d'ambulances que nous avions et après, nous avions le détail des matériels, donc le nombre de matériels que nous avions. Donc ça, c'était vraiment bien pour l'analyse, comme a parlé le colonel, pour faire une analyse derrière, c'est vraiment très bien. Puis nous avions aussi, par matériel, nous pouvions connaître où est-ce qu'il était positionné dans un magasin, où est-ce qu'il était autrement affecté, puis son état. Est-ce qu'il était en panne, est-ce qu'il était en maintenance ou tout simplement en circulation normale. Et cette gestion précise des biens, justement, nous a beaucoup aidé pour l'opération Charbon. Donc, comme a dit le colonel, nous avons fait l'opération Charbon. Pour cela, nous avons dû adapter nos ambulances, car il fallait absolument que les matériels du SAMU, que les médecins, se rechargent pendant qu'on roulait, ce qui n'était pas possible dans ce cas-là. Donc, nous avons dû sélectionner des véhicules de secours et d'assistance aux victimes
Donc, nous en avons sélectionné 44 sur 212. Donc, cette analyse a été faite par rapport justement aux connaissances que nous avions du matériel. Nous en avons donc sélectionné 44 par rapport à leur modèle. Et puis après, nous avons pu planifier et suivre l'installation et l'implémentation d'une batterie auxiliaire qui s'est faite sur 2 semaines, dont les vacances, dont le week-end de Pâques, excusez-moi, directement chez le fournisseur. Donc, pour planifier ceci, nous avons regardé où étaient positionnées les ambulances et après, on a fait en sorte de surtout pas diminuer la capacité opérationnelle. Et après, nous avons pu le suivre grâce à le renseignement des opérations. Donc là, vous pouvez voir que nous avions mis quel était le matériel qu'avait eu cette installation avec la date. Et donc, on connaissait exactement les matériels qui n'avaient pas eu cette installation. Aujourd'hui, nous savons qu'il y en avait 4 qui n'ont pas reçu cette installation car elles étaient en panne. Donc voilà pour l'opération Chardon. Nous avons aussi un suivi des interventions qui est plutôt bien maîtrisé, car avec les indicateurs que nous avions exactement les interventions préventives qui étaient à venir, en cours ou en retard. Comme vous a parlé le colonel, nous avons dû justement analyser tout ceci et prioriser nos interventions. C'est ce qui s'est fait. Nous avons pu prioriser les interventions préventives, la maintenance préventive, excusez-moi, à venir, en justement priorisant les engins de secours et en laissant de côté les autres matériels. Et nous pouvons aussi, depuis le plan préventif, regarder ce qui va arriver dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. On peut prévoir ce qui peut arriver et donc pouvoir se préparer. Dans les plans préventifs, les plans préventifs que nous avons faits, comme je vous rappelle, il y en a 6000 faits, nous avons fait en sorte que certains plans se font en gros ouverts 1 mois avant l'échéance. Et en plus, à l'intérieur, nous mettions les pièces de rechange que nous avions besoin. Tout ceci fait que nous avions une maîtrise du stock, puisque dès que le plan préventif était lancé, l'intervention était ouverte avec les articles qui étaient réservés. Nous avions par article le stock que nous avions, la quantité qui était en commande, la quantité qui était réservée. Et en plus, avec l'étude des mini-maxi, nous avons pu justement lancer les réapprovisionnements, savoir ce qu'il nous fallait pour avoir un stock normal. Et comme l'a expliqué le colonel, nous avons gonflé nos stocks pour pouvoir tenir tout le temps du confinement. Et nous avons aussi ce qui a fait que ça a pu aussi un peu fonctionner. Tous les utilisateurs ne l'ont pas vu, mais certains oui. On a fait une continuité de la maintenance du logiciel. Avec CardSource, nous avons beaucoup de spécifiques et nous étions en train d'étudier la suppression de certains spécifiques. Nous avions vu que nous devions supprimer la validation des demandes d'articles. Cette suppression était prévue pour les vacances de Pâques. Et comme on avait moins de personnes sur site, et donc afin justement de faciliter et soulager surtout ces utilisateurs-là qui devaient valider, et comme on devait le faire, on l'a fait 3 semaines plus tôt. Donc voilà, avec Carl, ils avaient pu nous livrer un peu plus tôt et on a pu justement lancer cette maintenance de logiciel. Donc voilà à peu près à quoi le système GMAO nous a servi pour justement passer ce confinement le mieux possible dans notre maintenance. Voilà. Merci. Alors, mon colonel, en synthèse, quels fondamentaux vous ont permis de faire face à la crise? Alors, principalement 4. Le premier, c'est on a essayé de prévoir ce qui était prévisible et pour n'avoir à gérer que pendant la crise que l'imprévisible. Et parfois, on se focalise un petit peu sur l'imprévisible ou ce qui est difficilement prévisible et on perd du temps et on n'arrive pas à prévoir ce qui est prévisible. Donc, on a essayé de vraiment se focaliser là-dessus, vraiment au début de la crise. Ce qui par le remontage de nos stocks, par exemple, des choses comme ça. Et ce qui nous a permis quand même de gérer de très bonne manière la reprise technique de nos véhicules secours à victimes, d'assistance aux victimes, qui était relativement, qui était quand même assez stratégique et qui
impacter la couverture opérationnelle parce que c'était les véhicules qui normalement devaient décaler tous les jours. Le deuxième point clé que je pense, c'est le travail sur l'analyse des risques que l'on a fait pareil tout au début de la crise et que l'on a fait aussi continuellement quand même à se poser les questions, savoir sur les risques que l'on avait. J'en ai déjà parlé un petit peu plus haut. L'autre point, c'est la responsabilisation à chaque échelon. Savoir déléguer même en temps de crise. On a du personnel derrière nous, même si on est manager ou quoi que ce soit, on a quand même du monde derrière nous qui comprennent la situation et qui sauront prendre les bonnes décisions aussi de leur niveau. Et il faut savoir déléguer là-dessus. Pour essayer d'illustrer sur le présentiel, tout ça, on l'a vraiment décliné au plus bas en donnant des grandes orientations, mais la présence de telle ou telle personne était gérée, par exemple pour les ateliers, c'était géré au niveau des ateliers. Pour la fiabilité des données du système d'information, ça c'est vraiment on a pu augmenter nos stocks de pièces de rechange très facilement grâce à ça, parce qu'on avait des minimums et des maximums qui étaient fiables. Et donc sur certains articles, je ne dis pas qu'elles le sont pour tous nos articles, mais tout au moins ceux-là, on avait une quasi-certitude de la fiabilité des données, et ce qui a permis quand la décision a été prise, de lancer les commandes, on va dire, quasiment dans la journée. Donc, ça a été un gage de réussite et de rapidité qui, dans ces moments-là, est primordial. Merci. Alors, en quelques mots à présent, parce que je vois qu'on est on a déjà dépassé l'horaire prévu. Monsieur Gaillard, en quoi la gestion du Covid vous a permis d'identifier les points d'amélioration que vous pouviez apporter au sein de votre organisation, vos processus maintenance? Alors, comme j'ai dit en introduction, aujourd'hui mieux qu'hier, mais moins bien que demain. Pour l'instant, la crise du Covid n'est pas terminée non plus. On est en période de déconfinement. Pour l'instant, on voit quatre pistes d'amélioration. La première, c'est la mise en place du télétravail pour les activités de support. Le télétravail n'est pas dans nos habitudes au sein de la brigade, comme d'autres entités. Donc, on va travailler là-dessus. Savoir ce qu'il nous faut comme matériel éventuellement. On a des systèmes de sécurité d'information qui sont très verrouillés, ce qui est tout à fait normal, et qui ne nous permettent pas forcément un accès très facile en dehors de notre institution à des données, etc. Donc là, il va falloir qu'on y travaille. Je ne parle pas que de la messagerie, je parle aussi des données, notamment des données de SIGAL. Actuellement, tout est en interne, donc on peut se poser la question sur le transfert de ces données du logiciel vers l'extérieur. C'est une piste de réflexion qu'il faut que l'on ait. Je laisse la parole à Sébastien pour la deuxième partie. Oui, donc la piste d'amélioration sur l'étude sur la planification des effectifs. À ce jour, on sait planifier la maintenance grâce au plan préventif, comme je vous en ai parlé. Donc, on sait ce qu'on a à faire, mais par contre, on ne sait pas si l'effectif que nous allons avoir est suffisant et est disponible. Dans CARL, nous avons justement la disponibilité calendaire dans CARL qui est prévue, que nous n'utilisons pas, et on s'est posé la question avec l'équipe SIGAL de savoir est-ce qu'il serait bien de s'en servir. Au début, on ne s'en est pas servi parce que justement, un technicien, pendant ces 8h30 de travail sur site, il n'est pas là que pour réparer des camions, il peut être aussi employé à d'autres missions. Donc, c'était cette gestion de temps d'activité est faite avec un autre logiciel et on ne voulait pas faire de doublon pour les techniciens et leur donner du travail supplémentaire. Donc là, avec l'équipe SIGAL, on va se pencher dessus, on va essayer justement d'améliorer cette planification et aller vers cette piste. Puis, concernant la hiérarchisation et déclenchement des plans préventifs, là, aujourd'hui, comme vous avez compris, avec les plans préventifs, nous avons donc eu des interventions qui ont été déclenchées pour faire de la maintenance préventive, excusez-moi, et donc il y en a certaines qui ont été laissées de côté. Donc, elles ont pris du retard. Et aujourd'hui, dans l'application, malheureusement, la priorisation des gammes ne se font que dans un sens. Je m'explique. Une maintenance de 12 mois, si elle prend un retard d'1 mois, va justement mettre à jour la maintenance des 6 mois, mais pas mettre à jour la maintenance des 48 mois. Et ça nous pose problème parce que
nous, on avait besoin justement qu'elle se mette à jour. Donc là, il va falloir qu'on travaille avec Carl pour justement arriver à pouvoir choisir si on veut mettre ou non à jour nos gammes par rapport à la priorisation. Donc ça, c'est une des pistes d'amélioration qu'on doit regarder avec Carl. Concernant le décloisonnement des chaînes logistiques SIGAL, je vais laisser le colonel Gaillard en parler. On a eu une illustration flagrante là-dessus. On a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une organisation qui est verticale, horizontale, avec donc matricielle, mais pas en diagonale. Je m'explique, entre chaînes métiers. Pour illustrer mes propos, il n'y a pas très longtemps, dans le cadre du décloisonnement, du déconfinement, on a la chaîne infrastructure s'est mis en œuvre pour faire des séparations à base de plexiglas. Or, ce produit, on l'utilise aussi dans la chaîne MCO. Mais il n'avait aucun, et bien évidemment, le plexiglas, à l'heure actuelle, je ne vais pas dire que ça vaut de l'or, mais on n'en trouve pas facilement. Et du coup, ils n'avaient pas la vision sur notre stock et cette vision leur aurait certainement aurait facilité les choses et ils auraient pu avoir une meilleure vision de leur capacité à produire ces plaques, ces séparateurs à base de plaques en plexiglas. Donc, on avait déjà cette réflexion un petit peu auparavant. Je pense qu'il va falloir qu'on la pousse un petit peu plus loin entre chaînes métiers pour voir comment on peut décloisonner un peu nos chaînes logistiques tout en gardant nos prérogatives. C'est bien évident qu'avoir un décloisonnement sur des articles qui ne coûtent rien du tout, qui ne sont pas stratégiques, entre guillemets, ça ne vaut pas forcément le coup. Mais il faut qu'on s'y attelle. Alors, mon colonel, justement, comment allez-vous gérer le déconfinement de vos équipes de maintenance? Alors, le déconfinement, pour les maintenanciers, il y a quand même une certaine distanciation naturelle. Ceux qui sont en atelier. De plus, en général, ils portent des EPI. On a aussi à disposition des masques lorsqu'on a des réunions, des choses comme ça. La remontée en puissance est très progressive. Elle est vraiment très progressive. On n'a pas fait du go-no-go entre le 10 mars et le 11 mars. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nos effectifs en présentiel est quasiment similaire à la semaine dernière. Elle est vraiment adaptée aux besoins. Il est bien évident que si l'activité opérationnelle remontait, qu'on aurait plein d'accidents ou plein de pannes d'engins, alors on serait contraint de faire revenir plus de personnes. Le temps étant un peu plus clément, on pourrait s'étendre un peu plus en zone non couverte pour faire des opérations de maintenance. Mais voilà. Tout ça, c'est de la gestion du lieu de travail. Et tout ça, on essaye vraiment de responsabiliser chacun d'entre nous à chaque échelon, certes avec pas une validation, mais sous la coupe des chefs de groupe ou chefs de section ou plus haut. Mais il faut vraiment que ça soit un acte réflexe avec toutes ces mesures barrières qui doivent être vraiment, comme je l'ai dit, oui, un acte réflexe, aussi bien dans notre métier que lorsque l'on rentre chez soi. Donc si on le fait au travail, peut-être aussi on pourra l'emmener aussi chez nous et avoir ces réflexes-là. Voilà, j'en ai terminé. Eh bien, merci vraiment pour le temps que vous nous avez accordé, pour les précisions, pour le concret qui a été débattu aujourd'hui. Alors, évidemment, on a laissé le temps de pouvoir apporter toutes ces informations et d'ailleurs, nous remercions tous les participants d'être restés et d'avoir prolongé. Alors, il y a un certain nombre de questions. Comme je le disais, je vais immédiatement ouvrir notre petite enquête, mais je vais immédiatement poser les questions à nos participants par rapport à plusieurs éléments qui ont été remontés. Alors, plusieurs choses. Il y a des questions très techniques sur la partie maintenance, sur les indicateurs. Est-ce que le pourcentage de curatifs préventifs a évolué
par rapport à la crise. C'est-à-dire, en gros, quels étaient les pourcentages avant et pendant la crise? Est-ce qu'il y a une explication à cela? Ah, il faut brancher le micro. Ça marche mieux comme ça. Merci. Oui, il y a eu une baisse de l'activité quand même opérationnelle, surtout au courant du mois d'avril. Et donc, le préventif a été plus important que le curatif en pourcentage. Mais c'est plutôt parce qu'il y a eu moins de curatif qu'une augmentation du préventif. Dans la chaîne MCO, c'est pas parce que je suis chef de bureau là, mais je pense qu'on a vraiment cette culture-là du préventif. Et les plans préventifs sont bien comment dire, sont bien à jour. Et voilà, je crois que de mémoire, on est à peu près à 80%, 75-80% de préventif et le reste en curatif. Alors une autre question qui gravite autour un peu aussi enfin, avant une autre question sur les indicateurs, une question plus générale qui est posée. Vous avez présenté l'usage que vous avez autour de l'outil de gestion SIGAL. Combien de personnes assurent le suivi et l'exploitation des données qui sont issues de la GMAO, notamment le contrôle du stock, la planification des interventions, voilà, les différents processus qui tournent autour de la GMAO. Combien de personnes assurent cette exploitation? Alors, je parlerai juste pour la chaîne MCO, sachant que dans les autres chaînes, il y a aussi des personnes qui exploitent les données. On va dire qu'il y a, pour la partie logistique, approvisionnement, on va avoir 10-15 personnes qui vont gérer les données, faire les approvisionnements, etc. Et après, au niveau de la mécanique, de la maintenance proprement dite, des actes techniques, on va voir la cellule ordonnancement qui va justement gérer tout ça. Et là, ils sont 4 ou 5. Après, il y a tous les ateliers. Donc là, je vous propose de revoir ma slide où on a toute la partie exécution proprement dite. Donc là, c'est des personnes qui vont écrire dans le logiciel. On va être à 200, à peu près 200 personnes qui vont écrire ou quasiment dessus. Merci. Une autre question sur les indicateurs. Quel type d'indicateurs? Alors, parfois, il y a des questions qui sont intervenues au fur et à mesure de la présentation, donc elles peuvent trouver déjà des réponses. C'est peut-être l'occasion de les repréciser. Quel type d'indicateur de pilotage sont issus de la GMAO? Et je vais l'actualiser par rapport à la présentation. Est-ce qu'il y a eu des modifications de gamme, de diagnostic, d'opération qui sont liées aux événements que l'on connaît? Alors oui, c'est vrai que là, on n'en a pas parlé, on n'est pas rentré dans tous les détails. Il est vrai que sur certaines gammes opératoires, en préventif, on a allégé un petit peu nos gammes opératoires. On fait, peut-être à tort, on fait un peu plus de préventif que ce que nous proposent ou nous conseillent nos fournisseurs de véhicules notamment. Et à titre d'exemple, les plaquettes de frein, on les change à chaque visite 6 mois sur nos véhicules secours assistance aux victimes, nos VSAV. Là, a été pris comme décision pour alléger la consommation sur ce type d'article si vous avez une visite 6 mois à faire, de regarder l'état d'usure de la plaquette et si le chef d'atelier pense qu'il n'y a aucun problème pour pouvoir prolonger à 6 mois supplémentaires, de maintenir la plaquette. Voilà. Merci. Autre question qui va un peu dans la même veine, mais qui du coup illustre bien aussi les questions que se posent des participants. C'est, je la retrouve pour pas la. Est-ce que dans les données qui ont été saisies, enregistrées avant la crise, il y a des données qui ont été amenées à évoluer, notamment sur le stock? Est-ce qu'on a été amené à changer certains seuils, à stocker de nouveaux produits? Alors, à stocker de nouveaux produits, à ma connaissance, non. J'ai pas d'exemple concret.
Concernant les saisies, et ça va reboucler un petit peu sur la gestion, la fiabilité des données. On l'a dit, on a augmenté nos stocks de pièces de rechange tout au début du confinement. En revanche, le minimum et le maximum qui est lié à un article, ceux-là n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé parce que on espère bien quand même retrouver, je ne vais pas dire une activité normale, mais un rythme un petit peu plus normal. Et donc, si on vient à modifier ces minimums et ces maximums sur les articles type plaquettes de frein dont je parlais tout à l'heure, on va fausser nos réapprovisionnements, notre stock, etc., notre fonctionnement relativement normal. Donc, en aucun cas, même si on a augmenté ponctuellement notre stock, il nous faut, à mon sens, changer le minimum et maximum d'un article. De toute façon, ces données de fiabilité, et on va reprendre l'exemple des minimums et maximums, ils sont valables à ce jour, mais dans 2 mois, dans 3 mois, il n'est pas forcément incohérent et il serait de bon ton éventuellement de revoir leur niveau. Parce que notre consommation peut évoluer, parce que les durées, le délai d'approvisionnement de nos fournisseurs peut évoluer, etc. Et c'est les 2 critères principaux qui peuvent faire que le min et max peuvent varier par rapport à un article. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Une question un peu plus générale qui concerne les brigades en France. La question est autour de savoir si les autres brigades des autres régions françaises sont structurées comme vous l'êtes, et puis pour élargir un peu et le contextualiser, est-ce qu'il y a eu des relations, des prêts de matériel peut-être, voilà, est-ce qu'il y a eu des échanges avec d'autres brigades? Alors, le nom exact, c'est les 10 pour les départements. C'est par département, les organismes sont faits par département. Chaque département a une organisation pas forcément identique à la nôtre. La particularité peut-être de la brigade, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en interne. Et cela a montré là pendant la crise que c'est quelque chose de très important parce que ça permet une réactivité que l'on n'a pas forcément avec une sous-traitance accrue. Donc chaque 10 n'a pas forcément les mêmes ateliers que nous. Je ne vais pas dire qu'on a les meilleurs ateliers, mais la diversité de nos ateliers, je ne sais pas s'il y a d'autres organismes d'incendie et de secours qui ont ça. Et j'ai oublié le deuxième volet de la question, je suis désolé. Non, mais c'était bien. Oui, le deuxième volet, je me suis permis de l'étendre cette question sur le fait qu'est-ce qu'il y a eu des échanges de matériel, d'équipement il n'y en a pas moyens. eu. Alors, il n'y en a pas eu. Toutefois, tout au début du confinement, j'ai quand même pris contact avec mes homologues de la Grande Couronne pour dire, je vous propose d'échanger sur la possibilité de s'approvisionner en pièces de rechange, etc., voire de se dépanner si nécessaire en cas vraiment de coup dur. Et c'était vraiment un échange d'informations, notamment vis-à-vis de nos fournisseurs, savoir si on avait une information sur tel fournisseur qui ne pouvait plus fournir ou un tel qui pouvait fournir sur des pièces un petit peu stratégiques. Eh bien, j'ai encore 2 questions qui sont arrivées. Je propose de les poser et puis de s'arrêter là. Eh bien, l'avant-dernière question, c'est preniez-vous en compte la criticité des équipements avant cette période? Et est-ce que vous pensez, à défaut, si vous ne l'utilisez pas, est-ce que vous pensez l'appliquer ou la mettre en œuvre? On l'utilise déjà un petit peu. On a déjà mis en place quelques process là-dessus, notamment sur les véhicules de réserve. Je l'ai dit, sur certains véhicules, des véhicules secours à victimes, secours d'assistance aux victimes, les VSAV, les ambulances de réanimation, les engins pompes, les moyens élévateurs aériens. Nous avons de la réserve lorsque nous avons des casses qui peuvent durer plus d'une journée. Donc, on va leur fournir un véhicule neuf, un véhicule bon état, pardon, pour que le centre de secours puisse subvenir. Donc, ce qui permet de maintenir une capacité opérationnelle au niveau de la brigade à 100%.
Et malgré ça, on a mis en place aussi un deuxième process. Si on n'a plus de réserve dans tel ou tel matériel ou tel engin, eh bien, on a une procédure pour s'approvisionner en pièces de rechange. On a ce qu'on a appelé une procédure d'urgence, pour que toute la chaîne, toute la supply chain entre guillemets, entre l'expression du besoin de l'atelier jusqu'à la personne qui va émettre le bon de commande, soit au courant qu'il y aura un dossier à traiter en amont. Nous sommes une institution, on a différentes chaînes de validation d'un bon de commande. Donc, il y a un petit temps administratif et justement, par ce process, on essaie de minimiser lorsqu'on a une commande à faire. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réponses enchaînées sans pause. Hein. Et la dernière, c'est alors elle est très ciblée sur Carl. Est-ce que la version 4S couvre la totalité des besoins de l'ordonnancement de Cigale? Ou est-ce que vous attendez d'autres choses, voilà, globalement? On n'en a pas trop parlé. Vous voulez parler des spécifiques un petit peu, on a un petit peu parlé des spécifiques. On voulait travailler un petit peu dessus pour les éliminer, pour fluidifier un peu plus Cigale. On voulait attendre un petit peu, faire ça et ensuite passer éventuellement sur la V6 ou une autre. Et juste avant le confinement, en fait, on a commencé à réfléchir et se dire pourquoi pas aller directement sur la V6 et donc qui permettra, alors pas forcément d'ordonnancement ou autre, mais en termes de fluidité et de visualisation, où ça serait plus intéressant pour nous. Je ne sais pas si Sébastien, tu veux rajouter des choses là-dessus? Voilà. Merci. Eh bien, merci à tous nos intervenants pour cette présentation fort riche en informations. Vous avez à l'écran les prochains web événements proposés par Carl Berger-Levrault et nos partenaires également. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura des invitations de toute façon qui vous seront proposées. Je vous souhaite de vous porter bien d'ici là et à très bientôt. Merci à tous. Merci Laurent. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci.